Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous savoir nombreux sur BM Télévision dans le cadre de cette émission Économie et Société. Aujourd'hui spécialement, nous allons décrypter pour vous un ouvrage d'Alain Bolojua-Ibola qui nous fait honneur aujourd'hui, qui journée spéciale pour lui, journée de sa nativité. Nous allons décrypter son ouvrage intitulé Forêt congolaise, conflit nébuleux, objectifs écologiques et économiques. Dans cet ouvrage, Alain Bolojua-Ibola décrypte les contraintes endogènes et exogènes qui freinent le développement de la République démocratique du Congo, qui est un pays équatorial, d'Afrique équatoriale, paradoxalement couvert de forêts scandaleusement riches de son sol et de son sous-sol. Alain Bolojua poursuit en voulant mettre en évidence ces contraintes, je dirais, entre l'écologie et l'économie en République démocratique du Congo, tout en, cette fois-ci, en fustigeant le comportement, je dirais, ambigu du communauté internationale en ce qui concerne le réchauffement climatique. Alors, Alain Bolojua, qui nous suit depuis Vision Conférence en étranger, il est en Belgique, à qui nous disons soyez les bienvenus. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Tout le plaisir est pour nous, bien sûr. Dans votre ouvrage, j'ai expliqué, pratiquement j'ai fait une petite synthèse, mais je pense que l'honneur est pour vous de nous expliquer en quelques lignes, parce que votre ouvrage a plus de 200 pages. Si vous pouvez faire une petite synthèse de ce que vous relevez dans cet ouvrage, et ça va nous permettre d'évoluer en vous posant quelques questions de précision. Oui, en tout cas, merci. En fait, la première intention était de mettre en exergue les réalités socio-économiques de notre pays. Voyez-vous? Alors, je me posais la question, pourquoi sommes-nous pauvres? Et c'est au fil du temps que je me suis rendu compte que nous avons beaucoup de potentialités. Et parmi ces potentialités, il y a notamment la forêt. Et j'ai trouvé que la forêt avait beaucoup d'éléments, qui avaient une forte capacité génératrice d'emploi, mais aussi en termes de ressources. Et fort malheureusement, l'exploitation s'est posée, il y avait beaucoup de problèmes dans l'exploitation de notre forêt. Et parmi les problèmes, il y avait notamment la position de la communauté internationale par rapport au principe de la préservation de l'écosystème. Je suis entré en profondeur de la question et c'est comme ça que j'ai trouvé effectivement, il y avait un autre problème, le problème de la problématique du réchauffement climatique. Et c'est comme ça que je me suis décidé d'entrer en profondeur et de ressortir tout ce qu'il y avait comme contrainte. Donc, au départ, comme je l'ai dit, l'idée était de développement, mais par la suite, j'ai vu qu'il y avait effectivement un besoin criant de développer la problématique du réchauffement climatique. C'est comme ça que dans le livre, vous trouvez déjà dans l'intitulé, nous avons voulu analyser le conflit qu'il y a entre l'approche écologique et l'approche économique de la forêt. Et fort heureusement pour nous, dans nos conclusions, nous avons démontré que c'était un conflit nébuleux. Il était difficile de bien cerner le dit conflit, d'autant plus que les objectifs poursuivis par les écologistes apparemment résolvent dans une certaine mesure le problème économique et ainsi de suite. Donc, en lisant ces livres, vous allez comprendre que nous voulons réconcilier les écologistes et les économistes. Dans notre conclusion, nous avons insisté sur un fait qui est démontrable d'ailleurs, que la dégradation de la forêt et la pauvreté sont deux phénomènes auto-entretenus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre que l'accent sur l'approche écologique en négligeant l'approche économique. D'autant plus que plus il y a la pauvreté, et bien naturellement, ça renforce la dépendance à la forêt et cela conduit inévitablement par la dégradation de cette forêt. Donc, nous devons chercher les justes milieux, permettre à ce que nous exploitons notre forêt, mais de manière rationnelle, en tenant compte des enjeux écologiques, d'autant plus que nous sommes un géant forestier et naturellement, nous devons jouer au niveau international au regard de la problématique du réchauffement climatique, mais aussi en même temps préserver l'équilibre écologique. Voilà. Ben voilà.
Alors que vous étiez en train de parler, une question me vient à l'esprit. L'Amazonie, le bassin du Congo et je dirais l'Asie du Sud-Ouest représentent pratiquement 80% de la forêt tropicale à travers le monde. Et la question qui me vient directement à l'esprit, c'est de vous poser, c'est quoi le bassin du Congo? Parce que ça renvoie directement à la RDC. Bon, le bassin du Congo, peut-être par son appellation, donne allusion, donne l'impression comme s'il s'agit du Congo. Nullement, il s'agit de 6 pays. Voyez-vous, c'est l'appellation du bassin. Mais ces bassins prennent en compte d'abord la République démocratique du Congo, qui est un géant forestier avec plus de 60% de l'étendue, de l'espace forestier. Ça vient en deuxième position le Gabon avec 11,4% pratiquement. En troisième position, il y a le Congo-Brazza. Après le Congo-Brazza, il y a le Cameroun. Après le Cameroun, il y a la RCA. Après la RCA, il y a la Guinée équatoriale. Ce sont les 6 pays qui constituent le bassin du Congo. Voilà. Et dans l'ouvrage, quelque part, j'ai lu, vous dites que la République démocratique du Congo doit nécessairement tirer profit de l'exploitation de sa forêt qui abrite pratiquement plus de 10%. Plus de 10% de forêt à travers la RDC et nous stockons pratiquement 8% de carbone terrestre. Ça, c'est vraiment géant. Mais que doit-on faire pour que la RDC puisse tirer profit de cette potentialité? Bon, en fait, comme vous l'avez dit, nous sommes un géant forestier, effectivement. Nous avons une capacité de captation de gaz à effet de serre. Mais au-delà de tout, la forêt n'a pas seulement pour mission de capter des gaz à effet de serre. Vous savez, dans cette forêt, il y a une diversité biologique. Hein, nous avons plusieurs espèces rares, des espèces endémiques dans notre forêt. Et cette forêt abrite plusieurs types d'animaux, voyez-vous. Et donc, en réalité, ça devrait déjà séduire la communauté internationale parce que nous sommes en train de protéger les espèces rares dans cette forêt. Par rapport à la problématique du réchauffement climatique, effectivement, nous avons une étendue forestière très importante. Déjà, par rapport à la classification mondiale, nous sommes en deuxième position. Par rapport à la classification au niveau du bassin du Congo, nous sommes le premier. En réalité, nous, en tant que géants forestiers, nous devions en réalité bénéficier de tout ce qu'il y a comme avantage lié à la préservation de l'écosystème dans son aspect biologique, mais en même temps, par rapport à la problématique du réchauffement climatique. Depuis les années 1900, il y a eu le débat autour de la problématique du réchauffement climatique. Nous avons eu à signer la convention de Kyoto vers les années 1990 et cette convention avait mis sur pied un mécanisme de flexibilité. En réalité, nous devions en être bénéficiaires. Et fort malheureusement, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait effectivement beaucoup de problèmes pour la captation de fonds qui étaient mis à la disposition des États. Nous sommes allés au niveau de Copenhague où les Africains et les autres pays du Sud ont eu à insister sur le rôle que jouent ces pays et en même temps sur le mécanisme de flexibilité. Et fort malheureusement, il n'y avait que de promesses. Avant ça, on a connu RED+. Et fort malheureusement, pendant tout le temps, l'État congolais n'a pas su jouer pleinement son rôle, le rôle de géant forestier, le rôle de l'État solution, comme on aime bien les chanter, justement parce que il y a des volets que nous semblons négliger. Pendant des années, on a plus insisté sur l'approche écologique. Voyez-vous, c'était plus les écologistes, c'était plus les environnementalistes qui en parlaient, alors qu'il y avait une dimension économique en prenant en compte le coût d'opportunité, parce que quand nous n'exploitons pas, il y a un manque à gagner. Voyez-vous? Et c'est après que les économistes se sont intéressés de la question, ils ont commencé à réfléchir et fort malheureusement, dans notre diplomatie,
nous n'arrivons pas à adapter cette évolution de choses. Parce que vous prenez, par exemple, au niveau du ministère de l'Environnement, on insiste plus sur des fonds disponibles, mais on n'arrive pas à faire de propositions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État congolais ne bénéficie pas assez. Comme je l'ai dit, lorsqu'on débattait au niveau de Copenhague, il y a eu effectivement une volonté, bien que cette volonté n'est pas encore manifestée en tant que telle, il y a une volonté de puissance justement pour donner et mettre à la disposition des États qui ont des forêts et qui participent dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, une enveloppe pratiquement de 100 milliards de dollars. Et fort malheureusement, sur ces bagatelles, l'État congolais est arrivé à convaincre que pour 500 millions, alors que nous sommes en deuxième position après le Brésil, en réalité, nous devions avoir une enveloppe conséquente pour permettre, n'est-ce pas, à la République de diversifier son économie, à réduire sensiblement la dépendance aux produits forestiers et ainsi permettre à la population de connaître le mieux-être. Fort malheureusement, il y a beaucoup de faiblesses au niveau interne. Comment vous faites le lien entre la préservation de l'écologie, mais aussi, puisque quelque part, vous soulevez qu'en RDC, on n'exploite pas suffisamment les secteurs forestiers. Et déjà que dans le PIB de la RDC, c'est un sous-secteur du secteur agricole qui contribue pratiquement à 1% seulement dans le budget national. Et vous souhaitez qu'on puisse exploiter plus le secteur forestier, mais en même temps préserver l'environnement. Oui, déjà, si vous prenez en termes de volume de production, et là, nous sommes dans la comptabilité nationale, parce que n'oubliez pas que l'économie congolaise est duale. Voyez-vous, il y a d'un côté une économie qui apparaît dans la comptabilité nationale, et d'autre part, il y a l'économie informelle qui n'apparaît pas, bien qu'ayant une incidence sur la structure économique classique. Voyez-vous, nous n'arrivons pas à bien exploiter justement parce que l'essentiel des entreprises qui viennent ne viennent pas investir dans le temps. Ce sont des entreprises qui viennent juste pour prendre ce qu'elles ont besoin et par après, il n'y a pas de retombées. La régénérescence de la forêt, en réalité, est estimée à 100 ans. Voyez-vous, pour que la forêt se reconstitue, ça va nous prendre 100 ans. Et si vous prenez, par rapport aux études faites, on a la capacité de produire par an 10 millions de mètres cubes. Mais si vous prenez ce qui a été produit, nous avons pris quelques années, en 10 ans, nous ne sommes même pas arrivés sur le plan formel à trouver une exploitation qui va jusqu'à 10 millions par an. C'est-à-dire que si vous prenez 10 ans, nous ne sommes même pas arrivés à produire ce que nous devions produire en une année. Mais ce qui est vrai, il faut retenir que cela a aussi des exigences. C'est-à-dire que quand vous exploitez, il faut mettre en place des mécanismes de reboisement. Voyez-vous, il faut entretenir la forêt parce que ce sont des ressources épuisables. Nous ne pouvons pas exploiter de manière sauvage, mais nous devons exploiter de manière rationnelle. Et cette exploitation doit avoir en réalité une incidence ou un impact positif sur la population riveraine qui, du reste, protège cette forêt et dépend essentiellement de la forêt. J'ai fait le tour de certaines provinces chez nous au Congo et je me suis rendu compte que pendant l'exploitation, les exploitants se permettaient même de couper des arbres à chenilles. Voyez-vous? Et pourtant, les chenilles sont des sources essentielles pour l'alimentation de la population. C'est par ignorance ou c'est par besoin? Non, par méchanceté. Par méchanceté, alors que le protéine animal, hein, les chenilles procurent à la population riveraine des sources de protéines qui permettent à ce qu'ils soient en bonne santé. Et fort malheureusement, cette exploitation sauvage s'est faite au vu au su de tout le monde et cela ne permet pas à la population d'en bénéficier. Et j'ai trouvé, là où on exploite la forêt, il y a un problème des bancs, il y a un problème des meubles, c'est-à-dire qu'on coupe les arbres à l'état brut et c'est par type de green que ça sort. Il n'y a pas une valeur ajoutée, ce qui fait que la population riveraine n'en profite pas et c'est là fait en sorte qu'il y ait la pauvreté.
Or, plus il y a la pauvreté, plus il y a une évolution démographique exagérée. Et cela a une incidence sur la demande en produits forestiers. Parce que plus il y a de la population, plus il dépend de la forêt pour avoir de bois de chauffe, pour avoir l'alimentation. Et cela fait que ça détruit effectivement notre patrimoine écologique. Alain Bolodjoa, je rappelle que vous êtes chercheur en économie de développement et économie durable en RDC. Et l'exploitation du bois contribue beaucoup à l'économie d'un État. Je donne l'exemple de Congo-Brazzaville, par exemple. Mais seulement ici, en RDC, c'est un secteur moins compétitif. Et vous soulevez que c'est surtout à cause de l'état vétuste des équipements pour l'industrie. Donc les secteurs, si la question de savoir des secteurs n'est-il pas libéralisé ce secteur? Bon, d'ailleurs, c'est un secteur libéralisé, d'autant plus qu'il y a plus de privés. Voyez-vous, l'État lui-même s'est désengagé dans l'exploitation. Ce sont le privé et essentiellement des étrangers. Voyez-vous, et ces entreprises n'ont pas mis en place une chaîne de valeur à même d'accroître, n'est-ce pas, la valeur ajoutée. Vous trouvez tout ce qu'ils exploitent, tous ceux qui exploitent au niveau de nos provinces, ils le font. On coupe les arbres, les sites d'exploitation, là où on coupe les arbres, est généralement éloigné du centre de traitement. Voyez-vous, on coupe par exemple à l'Équateur, on coupe dans la province orientale, la grande province orientale, on coupe dans le Grand Bandundu, on ramène jusqu'à Kinshasa à l'état brut. La transformation ne se fait pas de manière conséquente. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas, à apporter une valeur ajoutée conséquente. C'est la valeur ajoutée qui crée des richesses en réalité. Et cela permet à ce qu'on crée des emplois et ainsi de suite. Et si vous prenez en termes d'équipement, aujourd'hui, avec l'évolution technologique, nous n'avons pas une capacité d'extraction ou une capacité pour abattre les arbres, pour traiter ces arbres et même pour les évacuer. Il suffit seulement de voir comment nous évacuons le bois. C'est sur l'eau. C'est par type des radeaux. Deux fois, c'est sur par l'eau. type des radeaux. On les draine sur l'eau. Oui. Et effectivement, et ça, il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de pertes parce que ça prend beaucoup de temps. Et tous ces éléments-là réduisent sensiblement notre capacité d'exploitation et surtout de commercialisation. Vous soutenez la thèse qu'une bonne exploitation rationnelle du bois peut profiter, générer près de 25 milliards de dollars de bénéfices à un État. Comment doit-on procéder? Parce que vous mettez un accent sur l'exploitation rationnelle. Par exemple, le cas du Canada. Pendant des années, le Canada a eu à exploiter sa forêt. Parce que si vous prenez en termes de chaîne de valeur, vous trouvez à partir du bois, on peut fabriquer du papier. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des phases. Il y a le planche. Voyez-vous? Le planche sert aussi dans la construction de maisons. Voyez-vous? Il y a possibilité, à partir des inputs de la première phase, à partir des outputs de la première phase, avoir des inputs pour la seconde phase. On peut commencer à produire de meubles. Voyez-vous, si on arrive à considérer la chaîne de valeur, eh bien, naturellement, ça va nous permettre de booster notre économie. Et plus il y a la transformation, plus il y a la technologie, plus il y a des emplois qui sont créés, et plus ça crée une chaîne de valeur plus conséquente. En commençant par l'abattage jusqu'à la transformation en produit fini. Voyez-vous, ça peut créer beaucoup d'emplois, ça peut créer beaucoup de revenus, et cela va à coup sûr permettre à ce que nous élargissions notre assiette fiscale. Et fort malheureusement, jusque-là, c'est plus l'informel qui domine. Il suffit seulement d'aller dans nos marchés, dans nos marchés. Vous trouvez, il y a des vendeurs qui n'apparaissent pas. Ce ne sont pas les entreprises, en réalité, qui desservent en termes de bois. Vous prenez pour la construction de maisons, tout ce qu'il y a pour charpente. Ce ne sont pas les industries qui apparaissent dans la comptabilité nationale qui exploitent. Donc, nous nous rendons compte qu'il y a effectivement un sérieux problème dans l'exploitation
et surtout dans la régularisation du secteur. Et une question, pourquoi l'exploitation forestière attire moins de monde par rapport à l'exploitation minière en République démocratique du Congo? Bon, c'est d'abord par rapport aux exigences technologiques, mais aussi par rapport aux risques. Voyez-vous, dans le secteur minier, d'ailleurs, c'est un secteur qui est plus dominé en fait, ça demande beaucoup en termes d'investissement, mais ça a une rentabilité garantie. Voyez-vous, c'est-à-dire que vous pouvez apporter 1 million de dollars, comme c'est un secteur qui n'est pas assez suivi par l'État, eh bien, la rentabilité du secteur minier est plus importante que la rentabilité du secteur forestier. Et c'est ce qui fait que les gens préfèrent aller dans les secteurs miniers. Ils savent que quand ils investissent 1 million de dollars, le retour sur investissement s'est fait rapidement au regard de la rentabilité. Et tout à l'heure, là, vous avez évoqué la question des habitants, je dis de la population autochtone, qui des fois se nourrissent de cette forêt. Mais quand vous invitez qu'on puisse ratisser large, est-ce que vous pensez à ces gens-là? Bon, nous avons plutôt, nous insistons sur la diversification de l'économie, justement pour réduire la dépendance aux produits forestiers. Voyez-vous, nous avons le produit forestier ligneux et le produit forestier non ligneux. Quand on parle de produits forestiers ligneux, on fait allusion au bois, voyez-vous, ces bois qui permettent à l'industrie d'avoir la matière première. Mais de l'autre côté, le produit forestier non ligneux, il y a par exemple les racines, le feuille, le gibier, tout ce qui va avec. Mais si nous arrivons à diversifier l'économie, on va réduire sensiblement. J'ai vu ça ici en Belgique, j'ai vu ça en Suisse, en Suède. Ils ont des forêts, bien que de forêts par moment, de forêts artificielles, mais ce sont des sanctuaires, n'est-ce pas, pour d'autres espèces. Il n'est pas donné à quiconque d'abattre les gibiers quand il veut, ce qui est différent de chez nous. Le fait seulement que la grande partie de la population dépend de ces forêts, ça fait que aujourd'hui, ça réduit notre capacité de préserver certaines espèces. Vous prenez, il y a le primate, il y a plusieurs espèces qui sont en voie d'extinction justement parce que la population dépend de ces ressources. Mais si nous arrivons à diversifier notre économie, si nous arrivions à nous adapter aux exigences technologiques actuelles, actuelles et conventionnelles, vous allez vous rendre compte qu'on va plus protéger notre forêt que ce que nous avons aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'agriculture. Dans l'agriculture, aujourd'hui, nous sommes dans la technique sur brûlis. Voyez-vous? C'est-à-dire, c'est une culture d'itinérance. Vous produisez aujourd'hui, vous abattez les arbres, et puis vous produisez, après vous abandonnez pour revenir peut-être 15 ans, 5 ans après. Alors que si nous avons la nouvelle technologie, on peut exploiter le même étendu pendant une longue période et cela va permettre à ce que non seulement que nous accroissions la productivité, mais en même temps que nous gardions la séquence de la production. En même temps, la population aura plusieurs sources d'énergie. Voyez-vous, on aura l'énergie électrique. Au lieu d'utiliser le bois de chauffe, les gens vont commencer à utiliser le plaque de réchaud, par exemple. Donc, tous ces éléments-là, mis ensemble, nous exigent à envisager ou à explorer la possibilité de basculer vers une économie moderne au lieu de continuer à dépendre essentiellement de cette forêt. Mais pourquoi est-ce que vous fustigez les comportements, je dirais, ambigus de la communauté internationale concernant le réchauffement climatique? Qu'est-ce que vous les reprochez? Bon, déjà au départ, la problématique du réchauffement climatique est due du fait qu'il y a des émissions anthropiques des gaz à effet de serre. Et on dit que les gros pollueurs sont suite à l'industrie. Les gros pollueurs doivent faire ce sont de gros payeurs aussi. Non, mais ça, c'est ce qu'on nous présente. Mais en réalité, ce n'est pas le cas parce qu'ils n'ont pas payé, en fait. Si vous regardez très bien, les émissions de gaz, les émissions anthropiques des gaz à effet de serre, c'est-à-dire que ces émissions qui résultent des actions des hommes, si vous prenez en termes de volume, ce sont les pays industrialisés qui sont à la base, voyez-vous, et cela leur a permis
d'avoir les conditions socio-économiques actuelles. C'est l'industrie qui est à la base de l'évolution ou de l'amélioration des conditions de vie. Les standings de vie des pays tels que la France, la Belgique, les États-Unis, tout ça dépendent de leur production industrielle. Et c'est à partir de l'industrie qu'il y a les émissions à gaz à effet de serre. Et ces émissions de gaz à effet de serre sont à la base du forçage radiatif. Ce sont leurs émissions qui augmentent la quantité de gaz à effet de serre. L'effet de serre, en réalité, d'après les spécialistes en la matière, ils considèrent que c'est un fait naturel, un fait positif. Parce que lorsque le soleil émet des rayons, eh bien, ces mécanismes-là de gaz à effet de serre, ces mécanismes-là de ce qu'on appelle l'atmosphère, permet à ce que nous maintenions la température moyenne à 15 degrés Celsius. Voyez-vous? Parce que ça rejette une bonne partie des rayons, ça conserve une autre quantité et pendant la nuit, ça réchauffe le monde. Mais c'est pratiquement une thèse qui va à l'encontre du constat. Je disais, c'est une thèse pratiquement qui va à l'encontre du constat observé pendant la crise Covid, où on a vu la couche d'ozone se régénérer, puisque les grandes industries ne produisaient plus. Non, mais effectivement, mais le problème, c'est que quand je parle du forçage radiatif, je fais allusion à l'augmentation des gaz à effet de serre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a émission de gaz à effet de serre, ça augmente la quantité de ces gaz-là au niveau de l'atmosphère. Et cela fait que il y a ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire que il y a agitation de ces gaz et ça produit la chaleur. Et cette chaleur occasionne l'effondrement de glace et c'est là il justifie dans une certaine mesure les inondations que nous observons ici et là. Et donc, ça perturbe l'ordre naturel des choses. Voyez-vous? Alors, ils ont la mission, d'après les décisions ou les résolutions prises dans le cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique, ils avaient reçu mission de réduire à 50% leurs émissions de gaz à effet de serre pour ne pas occasionner une augmentation de la température moyenne à 2 degrés. Et c'était là les résolutions prises déjà au niveau du protocole de Kyoto jusqu'aujourd'hui. Et fort malheureusement, pour conserver leurs avantages tirés, ils préfèrent, n'est-ce pas, continuer à émettre les gaz à effet de serre. Alors, dans le mécanisme de flexibilité qu'ils ont mis sur pied, apparemment, ça ne profite qu'à eux, au détriment de la population détentrice de forêt. Voyez-vous, aujourd'hui, si vous prenez en termes d'émissions, les États-Unis, la Chine, qui sont les grandes puissances industrielles, continuent à émettre près de 50% de ces gaz à effet de serre. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'ils soufflent le chaud et le froid. Ils sont dans une stratégie stop and go. Hein? Ils en parlent, ils font la promotion, mais en réalité, ils ne fournissent pas assez d'efforts. Même lorsqu'ils mettent en place les stratégies pour migrer, ce qu'on appelle la transition énergétique, mais ils continuent toujours à exploiter. Aujourd'hui, la Chine continue à exploiter le charbon, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Les États-Unis continuent à émettre des gaz à effet de serre et tous les autres pays qui continuent à utiliser le combustible justement comme source d'énergie. Mais nous qui produisons moins et qui détenons la forêt, on nous exige à nous de sauver l'humanité, alors que ceux qui sont censés revoir leur stratégie continuent à émettre par souci de conserver ou de préserver leurs acquis. Et donc, moi, je constate qu'effectivement, il y a une sorte d'hypocrisie. Ils ne veulent pas résoudre le vrai problème. Ils préfèrent se maintenir dans les émissions à gaz à effet de serre, bien ils tentent aujourd'hui, par la transition énergétique, à avoir des sources assez propres, mais ils continuent à émettre des gaz à effet de serre. Voilà. Voilà pourquoi on a la nomination de pays solution, mais alors qu'au fond, en contrepartie, on ne nous donne pas ce qu'on nous doit. Bon, on ne donne pas ce que nous méritons. Apparemment, on nous donne ce qu'on nous doit, parce que quand vous allez en négociation en position de faiblesse, sur une enveloppe de 100 milliards de dollars, vous arrivez à vous applaudir
du fait d'avoir reçu la promesse de 500 millions, ça c'est vous. Mais en réalité, si nous savions bien négocier, nous devons exiger plus. Et ce qui est aussi vrai, ce sont des promesses. Ils n'ont pas mis à la disposition de la population le moyen nécessaire. Et d'ailleurs, si vous prenez en termes de 500 millions, on n'a pas donné au pays par rapport à sa taille écologique. On a donné par rapport au plaidoyer mené par des organisations. À l'époque, je me souviens, c'était le ministre Ndundu ou Didas Pembe, si je ne m'abuse pas, qui ont eu à négocier ça, les 500 millions. Et c'était destiné pour la province de l'Équateur et plus précisément l'ancien district de Chuapa. On n'a pas donné à toute la République. Voyez-vous, donc ce sont des problèmes. Nous devons arriver à mettre en place des stratégies justement pour arriver à capter de fonds et en même temps à nous imposer au niveau international. Fort malheureusement, on ne peut pas arriver à cet objectif si nous n'arrivons pas à avoir une bonne diplomatie. Et je rappelle que vous êtes expert, chercheur en économie de développement, économie durable. Du 26 au 28 octobre prochain va se tenir à Congo-Brazzaville, Congo-République du Congo d'en face, le sommet des 3 bassins. Et ce sont des enjeux qui ne sont pas à négliger, mais vous, personnellement, en tant qu'expert, quelles sont vos recommandations? Par exemple, par rapport à la RDC, qu'est-ce que nous devons faire pour que cela puisse changer? On a vu notre représentant en Brésil, avec Lula da Silva, combien on était bien accueillis, mais aussi respectés, considérés. Mais pourquoi, en termes d'accompagnement, cela ne doit pas changer? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par considérer bien accueilli. Ce qui est important, ce sont les résultats. Voyez-vous, vous venez de donner un exemple patent. C'est le Congo-Brazza qui organise en règle générale les sommets, les grands sommets sur le bassin du Congo. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors qu'en réalité, le Congo-Brazzaville est en 3e position par rapport à nous. Nous sommes un géant forestier. Voyez-vous, sur le bassin du Congo, nous détenons plus de 60, près de 65%. Congo-Brazza n'a que 11%. Et ils nous volent la vedette. Chaque fois, c'est Congo-Brazza qui est mis en surface. Justement parce que Congo-Brazza a compris les enjeux et joue sur sa diplomatie. Vous savez, très souvent, lorsqu'on participe dans de grands sommets et qu'on n'a pas, de note de réplique par rapport aux exigences de la communauté internationale, on n'arrive pas à bien fignoler les stratégies justement pour arriver à s'imposer au niveau international, eh bien, ça pose problème. Alors qu'au niveau du Congo-Brazzaville, ils veulent tirer la couverture de leur côté. Ça profite plus au Congo-Brazzaville qu'à nous, qui sommes géants forestiers. Peut-être vous serez surpris, il y a eu une organisation, il y a eu l'organisation d'une conférence internationale pendant 3 jours à Paris sur la problématique du réchauffement climatique. Ce qui est surprenant, l'invitation a été lancée pendant des mois et des mois. J'étais le seul Congolais, le seul participant du bassin du Congo, le seul, en tant que chercheur indépendant. Nous n'étions pas représentés, alors qu'il y a eu des résolutions qui ont été prises là-bas. Du 19 au 21 avril 2023, aucun. J'étais le seul du bassin du Congo. Vous comprenez? C'est-à-dire que là où se prennent les décisions, nous ne sommes pas là. On vient, on nous invite pour parler du bassin du Congo. Nous qui sommes géants. C'est ce côté-là que nous déplorons. En réalité, nous devons être ceux qui doivent organiser et les autres doivent y participer. Ce n'est pas l'inverse. Parce que c'est nous qui détenons l'essentiel de la forêt. On est pratiquement au centre d'un nouveau, je dirais, un nouveau tournant, puisque nous avons l'énergie renouvelable ici, et nous avons la forêt qui préserve, je dirais, pratiquement le poumon du monde. Mais pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de la mauvaise foi de nos autorités, ou c'est pratiquement la mauvaise foi, je dirais, de la communauté internationale, ou c'est un problème de compétences au niveau national? Tout est à refaire, en fait. Parce que pour que nous arrivions effectivement à nous imposer au niveau du chéquier international,
Nous devons avoir des institutions stables. Nous devons effectivement arriver à avoir des animateurs compétents. On doit sélectionner les meilleurs d'entre nous, ceux qui ont la maîtrise des enjeux, ceux qui ont la maîtrise de la question. On doit éviter de faire du méli-mélo, surtout en termes d'objectifs. Nous devons arriver effectivement à donner de bonnes orientations, d'abord en interne, et puis ça aura des répercussions au niveau international. Nous devons éviter d'être à la queue, parce que c'est nous qui devions en fait être le moteur de toutes ces questions-là au niveau africain. Nous sommes un géant forestier, comme vous le savez, et donc c'est à nous de donner des orientations, n'est-ce pas, par rapport à cette problématique. C'est vrai que le Congo-Brazza, en tant qu'État souverain, peut prendre certaines initiatives, mais en réalité, c'est nous qui devions porter cette question parce que c'est nous qui détenons l'essentiel. Nous n'avons pas seulement la forêt, mais nous avons aussi des tourbières, ceux qui participent dans la captation de gaz à effet de serre. Quelle est la capacité de Congo-Brazzaville par rapport à cette problématique du réchauffement climatique? Donc, vous comprenez que ce sont nos faiblesses, ce sont nos failles qui justifient dans une certaine mesure la posture que prend aujourd'hui le Congo-Brazza qui nous a volé pratiquement la vedette, tout simplement parce qu'il y a des politiques contradictoires qui sont prises par les institutions de la République et cela justifie dans une large mesure la position que nous occupons aujourd'hui. Donc, il suffit seulement de mettre en place de bonnes politiques, de sélectionner de bonnes personnes, des hommes à même, des personnes à même de convaincre au niveau international. Nous devons avoir la maîtrise de notre forêt en termes de superficie, mais aussi en termes de capacité de captation de gaz à effet de serre. Si nous n'arrivons pas à orienter de bonnes politiques au niveau national, il nous sera difficile. Il faut faire intervenir nos ambassades. Il faut que ces ambassades arrivent effectivement à comprendre les enjeux et à jouer pleinement leur rôle dans les négociations, surtout dans la bilatéralité. Parce que si nous n'arrivons pas à faire ça, eh ben, il nous sera très difficile. Il faut avoir un calendrier complet pour que nous arrivions effectivement à participer chaque fois où on parle du bassin du Congo, de la problématique du réchauffement climatique, que nous sommes en même d'apporter notre vision. Nous devons avoir des notes, des répliques pour toutes les problématiques développées liées à la question de la gestion de la forêt. Et si nous ne le faisons pas, eh ben, nous risquons d'être de simples figurants et cela ne va pas nous profiter. Comme on le dit souvent, les bonnes choses ne durent pas, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Pour rappel, nous avons échangé par visioconférence à partir de Belgique avec Alain Bolodjo-Aibola. Il est chercheur indépendant et avec lui, nous avons décrypté son ouvrage Forêt congolaise, conflit nébuleux, objectifs écologiques et économiques. Merci à vous de nous avoir suivis. À la suite, au prochain numéro. Au revoir.